de jouer au football, je serais prêt à même aller au pôle Nord. J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Gilbert Brébois. Ah, ces célèbres jingles de l'after. Athènes, Dans ce jingle, génial. Ben Arfa, mais j'avais pratiquement oublié Ben Arfa. Pas une rumeur, pas une discussion, pas un mot sur où va aller le fameux génie. C'est vrai. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je pensais que le monde entier allait se l'arracher. Daniel Riolo est là. Le monde entier ne se l'arrache pas Jonathan alors. Maccardi est là. Alors, Ben Arfa Merde. n'est pas au programme de nos débats ce soir. Si tu veux bien, on en Non parlera mais un il autre était jour. dans le jingle. D'un coup j'ai repensé à lui parce que moi j'avais oublié. Je vous demande d'accueillir Mickaël Correa. Je précise qu'il n'a rien à voir avec Pablo, parce que ça s'écrit pas pareil. Rien à voir, ouais. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Mickaël qui Es-tu sort sud-américain? Non, moi je suis portugais Nicolas, d'origine. t'inquiète pas, il nous l'a vendu, hein, il a dit, c'est un tos comme moi et tout. Ah bon? Communautariste. Ah Une bah histoire ça oui. populaire du football, une vraie enquête aux éditions La Découverte. Tac, je le montre, voilà, pam, pour vous qui nous suivez sur BFM Sport. C'est Alors, pas une enquête, c'est une histoire. C'est un mélange entre histoire, Ouais, enquête sociale et sport, quoi, en gros. Ça croise un peu tout ça, ouais. moi j'aurais plus qualifié ça d'enquête. Ouais, non, mais ça me plaît aussi, ça me va. Alors oui, parce que ton postulat de départ, c'est que le football, c'est avant tout ultra populaire. Populaire dans le sens classe sociale, pas forcément dans le sens populaire. Il y a parce deux que beaucoup de monde le sens. Ouais, moi il y a deux sens au mot populaire. Il y a tout ce qui a trait au peuple et donc ce qui s'oppose un peu à l'élite et c'est qu'on pourrait comme ça parler donc de football populaire. Il y a aussi populaire, c'est ce qui a le trait le plus grand nombre, ce qui touche le plus grand nombre. Donc c'est un peu un des postulats de départ, c'est comment justement ce football-là, en tant que culture, en tant que pratique, je parle aussi du foot en tant que spectacle, c'est vraiment un élément structurellement très important en termes de culture pour les classes populaires et puis après donc je le trace tout au long de l'histoire. Avec des exemples précis dans le bouquin, et t'es remonté très loin dans l'histoire. Voilà, à la fondation. Je suis remonté dès le Moyen-Âge, en fait, parce que c'était pas le foot à passe- l'époque, c'était un jeu qui ressemblait au foot, quoi. Alors moi j'appelle ça du proto-football ou des jeux populaires de ballon rond un peu. Ce qu'il faut savoir c'est que on a des traces dès le Moyen-Âge, donc en Angleterre, mais aussi à l'ouest de la France, en Bretagne, en Normandie, des pratiques populaires. Oui, à Rennes aussi, oui, sur toutes les côtes. Et qu'est-ce que je disais? Oui, des jeux qui étaient au fait finalement très violents. Alors c'était des jeux très ritualisés. Souvent, ça se passait les jours de Mardi Gras chaque année. Et en gros, c'était quelque chose de très simple. C'était, je sais pas moi, 2 villages ou 2 paroisses qui s'affrontaient avec un ballon. Il fallait juste mettre le ballon dans le camp adverse, mais par tous les moyens possibles. Et quand j'ai tous les moyens possibles, c'est que c'était quand même quelque chose d'assez. C'est pour Jonathan, c'est du MMA foot. Ouais, c'est ça, du Krav Maga foot, mais c'était assez violent. Quand je le raconte un peu Mais dans le avec livre. une symbolique quand même que tu développes. Oui, c'est ça, oui. Donc il y a cette violence-là. On raconte village, qu'il y a cité, des yeux qui sont perdus, des jambes qui sont cassées, etc. Mais la symbolique, elle est ultra importante parce que le but, c'est vraiment qu'il y ait une cohésion sociale. Ça sert vraiment à unir les communautés paysannes de l'époque. Il y a aussi toute une symbolique entre le ballon et le soleil. On balance le ballon en l'air au début de la partie pour qu'il touche le soleil, pour que quand il revienne, on puisse s'approprier ce pouvoir solaire, quoi. Donc il y a quelque chose de extrêmement ritualisé. Et puis si c'est les jours de Mardi Gras, c'est pas anodin non plus. Donc, le plaisir, c'est vraiment de jouer, de s'amuser pendant ces moments-là, mais c'est aussi une façon, donc comme je disais, d'un peu aiguiser la cohésion sociale de chaque communauté paysanne, mais aussi d'une certaine façon, j'ai envie de dire, de régler ses conflits. C'est-à-dire qu'on avait un problème avec son voisin qui nous gonflait depuis 1 heure, et bim, on en profitait pour lui donner un coup de poing pendant la mêle, la soule, quoi. C'était un peu, moi j'appelle ça, c'est un espèce d'espace de régulation des conflits, quoi. C'est une espèce de justice. Du cirque, quand même. Ouais, c'est ça, c'est une justice un peu populaire de l'époque. Mickaël, le Moyen-Âge c'est bien, mais c'est pas l'essentiel de ton livre. Et ce qu'il y a de plus intéressant dedans, c'est la première fois dans l'after qu'on parle du foot au Moyen-Âge. Ce qui m'intéresse, moi, je pense, ce qu'il y a de plus intéressant dans le livre, c'est le foot tel qu'on le connaît aujourd'hui, et donc fin du 19e, début du 20e siècle, et la façon dont ce sport évolue. Tu dis sport populaire, c'est vrai, pour les gens qui vont le pratiquer, mais je ne ferai pas moi d'opposition. J'aime pas trop les oppositions de classe sociale, moi, parce que très vite, en fait, ce qui va se passer, c'est que effectivement, si l'ouvrier va jouer au foot, que ce soit le politique ou on va dire
le membre de l'élite, le patron, on va l'appeler comme ça, ou le notable, va forcément s'apercevoir que ça devient un jeu intéressant. Et qu'il ne faut pas en tout cas s'y désintéresser rapidement, et c'est la réflexion de n'importe quel homme politique, en l'occurrence ça commencera par le maire. À partir du moment où il y a un événement et qu'il y a plein de gens qui viennent voir l'événement, le politique ne peut pas détourner la tête, et il faut qu'ils viennent voir aussi. C'est toutes les images qu'on a eues pendant des années des maires qui vont dans les stades, et d'ailleurs encore aujourd'hui. Pour ce qui est des patrons, là aussi, souvent, on va avoir... je résume évidemment très très vite ton livre qui a je ne sais pas combien de pages et des histoires fantastiques. Mais entre les équipes issues des usines, jouées par les ouvriers, donc quelque part aussi dirigées par les patrons. Pour les empêcher d'aller au pub. C'est le but premier. Oui, c'était ça. Le but premier. C'était une manière de contrôler le comportement des ouvriers dans son livre. Aussi que le développement des clubs, le fait qu'ils intéressent les gens et que ces clubs-là se construisent une histoire dans les victoires, souvent, va passer aussi par le fait que le patron ou le notable ou le chef d'entreprise va faire en sorte que l'équipe va se développer. C'est les équipes entreprises, c'est des passionnés comme Roger Rocher à Saint-Étienne, club ouvrier s'il en est. Elle est longue ta question là. Qui lui-même, c'est pas une question, qui lui-même est un... Non, c'est pour dire que j'aime pas l'opposition, je trouve que ça se complète plus. Qui, lui, au départ, est un ouvrier, Roger Rocher, qui va monter les différents stades de l'entreprise pour arriver à être un patron, et exactement comme Claude Bèze était un petit comptable, et qui est devenu expert comptable à Bordeaux, et qui est devenu dirigeant. Et voilà. Il fait des questions plus longues qu'Ali Ménard. Après, pour moi, j'aime pas les oppositions sociales. Quand tu dis que ça s'oppose, je suis pas vraiment d'accord avec toi, et c'est pas non plus. Ça s'oppose pas. Je ne veux pas les opposer pour moi. Enfin, oui, ce que je dis, moi, je n'oppose pas les classes sociales. Moi, je l'oppose pas non plus. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, et c'est vraiment le gros moteur du bouquin. C'est une dialectique permanente, au fait. Et ça, pareil, il faut remonter un peu aux origines du foot, et parce que pour moi, les racines du mal, elles sont là, mais on peut voir aussi que capitalisme industriel et football sont intimement liés, parce que le football, il naît en pleine révolution industrielle anglaise, dans une institution qui est très particulière, qui sont ce qu'on appelle les public schools. C'est des écoles, c'est rien de public, c'est des écoles privées où on forme la future élite britannique. La plus connue, c'est Eton, où le fameux prince Harry a fait sa scolarité, quoi. Donc on va leur apprendre ces jeux de ballon-là, ce football-là, parce que le but, c'est vraiment de discipliner cette jeunesse bourgeoise, aussi de leur inculquer des valeurs qu'on a besoin à l'époque, parce qu'on est vraiment en pleine extension de l'Empire britannique, d'un point de vue industriel et colonial aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on va leur apprendre à travers le football? C'est l'esprit d'initiative, l'esprit de compétition, la combativité, le virilisme aussi. Donc quand ces gars-là vont sortir de ces écoles-là, c'est les futurs grands patrons d'industrie, et ils vont se dire... On va apprendre ce football-là à nos ouvriers pour leur inculquer aussi ces valeurs propres au capitalisme d'aujourd'hui, la division du travail aussi, chacun à son poste et on austère. Mais le problème, c'est que, donc, comme tu le disais, les patrons, ils vont plutôt voir ça comme un outil de contrôle social, c'est-à-dire que l'ouvrier, quand il sort de l'usine, il ne faut pas qu'il aille dépenser sa paye au pub, et surtout, il ne faut pas qu'il se syndicalise, quoi. Donc on va leur apprendre le football un peu pour qui, pour au les final, contrôler, est une école du syndicalisme. Alors d'ailleurs, un truc intéressant sur l'analogie que tu fais, c'est que tu fais un bond dans le temps pour dire que la Fédé de foot aujourd'hui, la Fédé française de foot aujourd'hui, dans sa formation, quelque part reproduit ça. C'est-à-dire, on apprend à des joueurs à tenir un poste, on leur apprend pas le plaisir. Oui, ça c'est des analogies qu'on peut faire entre les styles de football et le rapport au travail aussi, quoi. Donc comme je le disais, effectivement, au début il y a ce football qui est inculqué aux ouvriers, mais qui vont se le réapproprier parce qu'ils vont prendre du plaisir là-dessus, à pratiquer ce football-là, et puis au fur et à mesure ça va vraiment être un terreau d'une vraie culture ouvrière, et du coup aussi in fine d'une conscience de classe, quoi. Et du coup il y a un style, il y a un style qui va vraiment émerger, un pur style ouvrier, qui va être le jeu de passe, le passing game. À l'époque on faisait vraiment du kick and roll, c'est un jeu, il fallait dribbler et puis foncer droit loin avec le ballon. Et le passing game, c'est quoi? C'est le football anglais d'origine.
qui est aussi. Ça repose sur la baston. Donc tu es en train de nous dire que non, sur l'héroïsme. la passe, c'est un truc de prolo en fait. La passe, originairement, la façon dont c'est le développé passing game, c'est un peu compliqué. Le passing game, je vais pas le développer là parce que ça va vraiment demander du temps, parce que c'est un mélange entre les ingénieurs écossais, les grands clubs comme le Queen's Park en Écosse qui vont un peu pratiquer ce jeu très scientifique, et les ouvriers qui vont retranscrire sur le terrain ce qui va à l'usine et dans leur communauté ouvrière, c'est-à-dire l'entraide mutuelle et la solidarité. Donc la passe, ça retranscrit d'une certaine façon ce qui se fait sur le terrain. Et c'est vrai que pour revenir à la Fédération française de football, elle servait surtout également à éviter le combat et le contact physique face à des mecs qui étaient plus costauds, aussi parce qu'ils mangeaient mieux. Oui, il y avait beaucoup de ça, et c'est expliqué dans, comment ça s'appelle, Olivier Guèze, son livre qui est fantastique, Éloge de l'esquive, voilà, où il raconte l'histoire de ce passing game et du développement de ce jeu au Brésil. Cette année, et ça c'est plus le dribble. Ça c'est plus le dribble qu'encore une autre critique. Alors que tu revenais à la Fédération française de foot, là, je te laisse conclure. Après, Jonathan aura la parole. Et oui, pour rebondir sur là, je suis assez de questions, mais sur la FFF, où il y a un peu notamment au début des années 60, où c'est l'avènement, c'est les prémices un peu du foot business. Il y a le football, il y a les sponsors qui commencent à arriver, il y a les premiers droits télé aussi, les premières retransmissions à la télévision. C'est balbutiement. Oui, c'est vraiment les balbutiements. C'est 2 francs le match. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et oui, et du coup, on commence sur le terrain, on commence à se dire, faut qu'on gagne le match parce qu'il commence à avoir certains enjeux financiers. Du coup, on va prendre de moins en moins de risques. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'est une certaine philosophie du ballon qui est en train d'arriver avec Elenio Herrera, il commence à gagner pas mal de trophées dans les années 60 avec Milan, avec cette fameuse philosophie du Canetancho, cette rigueur défensive, etc. Et en fait, en France, on va commencer à faire c'est notamment Georges Boulogne, le fameux Georges Boulogne, qui va un peu inculquer cette idéologie sportive de dire on va pas prendre de risques, chacun à son poste, chacun en défense. Même les grands détracteurs de ce jeu-là vont appeler ce jeu-là le béton, parce que c'est vraiment un jeu assez il y avait les mouvements journalistiques à l'époque, il y avait des journaux qui combattaient ça. Enfin, ça c'est bon. Et ça, oui, c'est le miroir du football qui sera une espèce de bastion contestataire de ce football-là. Et pro-communiste au passage. Qui était assez proche. Le Catenaccio est un football des pauvres. Donc c'était un combat qui était un peu étonnant parce que c'était un football de pauvres, le Catenaccio. Alors c'était parce qu'on n'a pas les moyens d'être costaud, de pouvoir faire on va développer autre chose. Il se serait inspiré, c'est la légende des maquisards italiens face à l'occupant nazi. C'était vraiment ça. C'est comme on n'est pas assez fort, on va se reculer un peu pour les prendre en tenaille. J'ai une question un peu barbare, mais qui à mon sens questionne vraiment ce qu'est le football. Quand j'ai lu votre livre que j'ai apprécié, il y a quelque chose qui m'a un peu chagriné, c'est qu'en quelque sorte vous analysez le football sous le prisme d'un matérialisme historique marxiste, il faut le dire, de la manière qui voudrait dire que les évolutions structurelles les évolutions structurelles de l'économie d'une société ont façonné ce qu'est le football. À partir de là, vous appréhendez donc le football comme un fait social. On est d'accord ? Oui, c'est ça. J'ai longtemps pensé que le football était un fait social. Et je continue de le penser. Non, alors attention, faut être un peu précis quand on parle de ça. Quand j'ai lu votre bouquin, en fait, ce qui apparaît, c'est que le football n'est pas un fait social au sens strict du terme, au sens durkheimien du terme. Parce que qu'est-ce que c'est un fait social, de la manière dont Durkheim le définit ? C'est la manière de faire et la manière d'être d'une société. On est d'accord ? La manière d'être, c'est-à-dire ses goûts, son appréciation du beau, sa culture, sa langue, et la manière de faire, c'est son organisation, la manière dont la population est répartie, la manière dont les classes sont organisées, la manière dont les richesses sont réparties. Mais en quelque sorte, quand je lis votre livre et quand je lis toutes les anecdotes et toutes les histoires qui sont très bien racontées, ce qu'il apparaît plus, c'est que le football, plus qu'un fait social, c'est simplement le reflet et le miroir grossissant des faits sociaux qui structurent la société. Oui, c'est vrai. Donc ce n'est pas un fait social. Et à partir de là, la conclusion qu'on peut en tirer, après la question s'arrête, c'est est-ce que vous ne pensez pas que le football est plutôt un produit culturel ? Ce qui expliquerait beaucoup de choses et qui nous permettrait donc de mieux l'appréhender et de mieux l'analyser. Dans ce cas-là, par exemple, on pourrait dire si le football est un produit culturel aujourd'hui. Si aujourd'hui le football est un produit culturel. Moi j'ai l'habitude de dire fait social, mais en l'occurrence il a raison. Si le football est un produit culturel, c'est plus un objet culturel. On comprend beaucoup mieux le football aujourd'hui. On est dans une société qui est la société. Alors je déteste reprendre cet auteur que je ne citerai pas, mais je trouve ce concept assez intéressant. On est dans une société qui est la société du spectacle. Et dans ce cas-là, toutes les critiques qu'on pourrait avoir sur le football, si le football est un produit culturel, c'est totalement compréhensible. Donc c'est un petit peu cette, je n'ai pas envie de dire incohérence, mais incohérence théorique dans le postulat de base qui m'a un peu chagriné. C'est pas une incohérence théorique, parce que moi j'assume pleinement que je parle même pas de fait culturel, je parle même de culture de masse. Le football c'est une culture des masses et c'est un divertissement marchand. Et ça, j'explique dès les origines du foot comment ça devient très rapidement, comment les grands patrons d'industrie
les débuts de la FA Cup et le premier championnat anglais, c'est clairement ça. C'est des logiques mercantiles qui les animent. Et alors pourquoi aujourd'hui on est choqué quand il y a immédiatement du blé dans le foot, quand il y a les gros transferts, c'est un produit culturel. Mais ça, faut assumer pleinement. On ne devrait pas être choqué. Et quand certains disent c'était mieux avant, ou avant il n'y avait pas tout ce business, moi je me tue à répéter sans arrêt. Mais à quel moment l'argent n'a pas dominé dans le football? Puisque de toute façon, dès le début, tu es d'accord avec nous, toi qui as écrit l'histoire populaire du foot. Après, moi, ce que je raconte, moi, dans mon livre, c'est que je raconte vraiment, pour revenir à cette histoire de dialectique, c'est comment il y a la culture, il y a une culture de masse. La dialectique entre quoi et quoi? Entre la culture de masse, donc j'y arrive, et la culture populaire. D'accord. C'est vraiment la culture de masse qui est aux mains des patrons d'industrie et qui fait du football un vrai produit industriel, ça, faut pas se le cacher. C'est le football qu'on connaît tous, c'est le football que vous commentez ici. Et après, et ça, c'est le but de mon livre, il y a aussi un autre football qui lui appartient au peuple, ce qu'on appelle le football populaire, qui lui échappe à ces logiques mercantiles. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours eu une dialectique. C'est ça, ouais. Je parle du football amateur, du football de rue, le vrai football de rue qui se joue de façon sauvage. Alors, je parle pas forcément en France, mais dans les quartiers populaires, un peu partout. Et là, il y a une vraie dialectique. C'est pas deux espaces qui sont totalement étranges, cloisonnés. Au contraire, et je l'explique plein dans le livre, j'ai plein d'exemples que je peux déployer après. Comment il y a toujours un dialogue permanent entre cette culture de masse, entre ce football industriel et ce football qu'on pourrait qualifier de plus populaire ou autonome en tout cas. Michael Correa est avec nous, une histoire populaire du football aux éditions La Découverte. Tu parles aussi du mouvement ultra. Et de ce qui se passe dans les tribunes, parce que il y a ce qui se passe sur le terrain, les passes, tout ça. Tu établis des parallèles. Tu fais notamment un parallèle que j'ai lu par ailleurs entre les zadistes actuels de Notre-Dame-des-Landes et les ultras. Oui. Bon, ça, c'est surtout la question du. Bon, c'est rare que ce soit dans la culture Ulz au début des années, enfin à la fin des années 60, ou dans la culture ultra qui elle va plutôt émerger au début des années 70. Il y a vraiment la question pour les jeunes. C'est vraiment les premiers bandes juvéniles qui apparaissent. C'est le début de la société de consommation. On veut aussi s'affirmer en tant que jeunes. Puis c'est aussi la fin des communautés ouvrières. Du coup, on a envie de ces jeunes-là veulent refaire communauté. Et pour refaire communauté, quand on a pu, c'est nos quartiers ouvriers, nos communautés ouvrières, on va investir un nouvel espace qui est les tribunes des stades. Enfin, même pas les c'est la restructuration urbaine dans l'Angleterre, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En Italie aussi, il y a des grands quartiers de Turin et tout qui ont été lourdement bombardés, etc. Bref, on va vraiment s'approprier les virages comme un nouveau territoire. Un nouvel espace de liberté, en fait. Un nouvel espace de liberté pleinement. C'est ce qui va se passer aussi aujourd'hui en Afrique du Nord. Au même titre que dans les années 80, il y a eu les squats en Italie ou en Allemagne. Dans les années 90, les rave parties en Angleterre ou en Europe. En Afrique du Nord, aujourd'hui, pour moi, il y a les tribunes de stade qui sont vraiment. T'expliques en Égypte, c'est le printemps arabe, il est parti, les tribunes. Oui, voilà, c'est les grands espaces de liberté aujourd'hui. Alors le lien donc avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il est important, c'est vraiment comment on peut s'approprier, et les ultras le font, et les zadistes pour moi aussi le font, s'approprier pleinement un espace, y développer des pratiques culturelles, je termine, et aussi un peu s'échapper de la répression policière. Donc, il y a vraiment pour moi un parallèle. Oui, voilà. Mais lui donner une identité et aussi développer différentes pratiques de résistance. Sauf que les ultras développent pas uniquement à la police, ils s'opposent au peuple aussi qui ne sont pas d'accord. Ils imposent leur conception au peuple. Sauf que là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que la construction identitaire du mouvement ultra aussi se déroule. Attends, la construction identitaire du mouvement ultra se déroule dans un cadre institutionnalisé qui est celui du club. Oui, c'est sûr. Après, les zadistes n'a pas ce cadre institutionnel. Si c'est celui d'un territoire aussi, puis il y a aussi. Mais c'est un concept qui est ultra flou alors dans ce cas-là. Il y a une dichotomie totale entre la population et le. C'est une analogie. Pour continuer là-dessus, donc les ultras seraient de gauche. Non, ils sont pas de gauche. La plupart, ils véhiculent plutôt des valeurs de droite, comme l'identité, le territoire. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec vous. Déjà, les ultras. Alors, réponse de Michael. Oui, ça dépend. Je vais revenir. Ces valeurs-là, elles ont beaucoup évolué. Si vous parlez tous ensemble, on comprend. Oui, il faut me laisser le temps de développer. Mais je vais revenir. Je vais m'appuyer sur l'histoire et sur cette question de l'identité de territoire. Sur l'histoire, déjà, vous savez que les ultras, c'est vraiment né durant le mouvement italien de 1968 à 1970.
1978, ce qu'on a appelé en Europe les années de plomb. Pour moi, c'est plutôt vraiment des années de révolte sociale assez folles. Et on va avoir des pratiques des manifestants, des pratiques qui étaient propres aux groupuscules radicaux de gauche, qui vont vraiment émerger dans les stades, parce que c'est les mêmes jeunes, au fait, qui sont dans la rue à cette époque-là et qui vont aussi dans les tribunes, quoi. Donc c'est un peu s'organiser en petits groupes, être derrière une bâche, avoir une espèce de militantisme radical, etc., quoi. Et après, oui, sur les questions d'identité et territoire, donc c'est vraiment deux valeurs qui sont structurantes dans la culture ultra. Après, c'est pas forcément des valeurs de droite. Alors effectivement, l'extrême droite, avec le mouvement Ligan et avec les ultras en Italie dans les années 90-2000, a très bien su tirer ça à son profit. Mais l'identité et le territoire, et je reviens encore une fois à Notre-Dame-des-Landes, désolé, ça peut être aussi des valeurs inclusives et non pas exclusives. Le territoire, ça peut être aussi synonyme de solidarité, synonyme d'entraide mutuelle. L'identité, ça peut être aussi quelque chose de collectif, d'accueillant et aussi d'imaginaire politique, quoi. Donc, oui, non, mais il peut y avoir un concept d'identité à gauche. On l'a vu chez Chevènement, on le voit moins dans le concept de l'international, quoi. C'est des angles morts de la gauche pour moi aujourd'hui, ces questions d'identité et de territoire, mais et que les ultras vivaient un peu. Après, il y a des ultras qui sont un peu, notamment en France, plutôt portés à gauche. Je pense aux Ultramarines de Bordeaux. Bordeaux, ouais. Il y a aussi des Ultramarines qui sont très très à droite, comme les Bad Guns de Lyon. Et puis il y a des ultras où c'est juste l'amour du club, la passion du club. Oui. Basta, il n'y a aucune question politique là-dedans. Ce débat est passionnant, nous dit Lucho, qui est revenu. Vraisemblablement, il avait quitté Marseille il y a quelques temps. Il est sur le hashtag RMC Live. Et puis Foufout qui dit: mais Daniel, laisse parler les gens. Excellent message. Je suis d'accord avec voilà. Et puis Brooke qui nous dit: les zadistes, bingo, je suis un génie, je l'avais prédit que ça allait arriver dans le débat. Voilà. Bon, enfin, il y a du monde qui nous suit. Donc on reste ensemble avec Mickaël dans quelques instants. On continue le débat, et puis le 32-16 est ouvert. Si vous voulez débattre avec nous, bien sûr. À tout de suite.